Comment savoir si on est réellement sorti du parcours flamme jumelle? Alors, dans cette vidéo, on va parler de ça parce que c'est bien d'avoir des paramètres ou des critères qui permettent de se rendre compte d'un point de départ, mais aussi d'un point d'arrivée. Donc le truc, c'est quand on est plongé dans le récit FJ, donc on croit souvent que cette relation elle est unique, qu'elle est indestructible, etc., que le lien est spécial, et donc que l'autre est de l'autre moitié de notre âme ou la personne qui nous est destinée. Et ça, on va y croire très fortement pendant un long moment, d'une part parce que d'un côté on va avoir les ressentis intérieurs et tout la psycho-émotionnelle qui va avec, plus derrière effectivement toutes les vidéos YouTube qui viennent renforcer ça parce que finalement les gens sont aussi dans le même procédé ou dans le processus. Mais le truc, c'est qu'il faut voir le parcours FJ comme étant un peu un enchaînement de différentes étapes. Il y a l'étape A, la B, la C, la D, la E, la F, puis on va dire que l'étape Z, on va dire, ça serait la sortie du parcours flamme jumelle. Du coup, quand on atteint Z, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qui peut nous dire qu'on a atteint le point Z? Et en fait, l'idée, c'est que quand on n'est pas encore arrivé au point Z, on vit dans une certaine illusion. C'est-à-dire qu'on pense, on ressent des choses donc, qui sont réelles parce que ressenties, mais les directions dans lesquelles ça nous amène, c'est-à-dire ce que le message veut nous dire, ou ce qu'on entend par la pensée, ou ce que ça nous montre, c'est pas forcément une bonne direction. Par exemple, l'autre, c'est mon autre. Effectivement, on va peut-être l'entendre comme ça, on va peut-être le ressentir comme ça, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que l'autre, c'est ton autre. C'est oui, c'est vrai, j'entends ça. Oui, ça arrive de manière éclatante en moi. Oui, c'est très fort en moi. Oui, je suis persuadé que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ça l'est. Et ça fait partie des différentes étapes de l'éveil spirituel, et notamment la spiritualité dans son étymologie, ça va être, entre autres, c'est comme la psychologie, c'est très, très similaire en termes d'étymologie, c'est finalement l'étude de l'âme, du souffle de la vie et du mental, c'est-à-dire de l'intériorité en fait. Et donc l'éveil spirituel, c'est d'ouvrir les yeux sur notre intériorité, donc le contenu de notre intériorité, en termes de pensée, d'image, de son, de sensations physiques et d'émotions, et puis de comment ça fonctionne, parce qu'on est un peu multipartie, on va dire ça comme ça. Il y a d'un côté la conscience, mais de l'autre côté, il y a le mental ego. Cet ordinateur qui, lui, génère de la pensée. Et quand lui, il botte en touche sur quelque chose qu'il a toujours cherché, mais qu'il a enfin trouvé, là, il se passe des trucs assez intéressants. Alors du coup, c'est quoi les critères sur lesquels on pourrait, entre guillemets, se raccrocher pour se dire « Ok, là c'est bon, je suis sorti du parcours FJ ». Le premier, c'est déjà, on n'attend plus rien du runner. Ça, c'est le premier signe évident. C'est-à-dire que on ressent plus sa présence. Intérieurement, on n'attend plus rien, on n'espère pas qu'il revienne, on n'espère pas de s'asseoir au coin d'une table pour enfin discuter du bon vieux temps ou des problèmes qu'on a eus, ou juste pour se serrer la pince et dire bon tant pis, c'est pas grave, on a tenté mais ça fonctionne pas. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on regarde plus son téléphone en espérant un message, on se demande plus s'il va revenir, ni même si la source, par un coup de bol, ferait que quand je m'y attends plus, il reviendrait. Il n'y a plus de manque aussi constant qui empêche d'avancer. Ça, c'est hyper important. Il n'y a plus mon bateau pourrait quitter le port, mais si je quitte le port, j'ai l'impression de faire une connerie. Il y a juste, on avance clairement là où on veut avancer. Ensuite, le deuxième critère, c'est qu'on ne croit plus au concept flamme jumelle. Alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux dans l'absolu. En fait, on s'en fout un peu. On ne cherche plus donc de vidéos, d'articles sur les sujets donc flamme jumelle. On n'essaye plus d'analyser les signes ou le type de connexion ou les synchros, qu'est-ce que ça voudrait dire ou qu'est-ce que ça voudrait pas dire. En fait, on se rend compte que c'est d'abord un jeu mental, c'est-à-dire que tout se passe dans notre tête. Ça ne veut pas dire qu'on est fou, ça veut dire que un événement, par exemple demain, tu vois, je sais pas moi, dans la rue, une personne qui va mettre une tape sur le museau de son chien. Ça a pris 1 seconde et demie. Mais peut-être que mentalement, on va ressasser cette scène, parce qu'on se trouve ça injuste et qu'on adore les animaux, on va peut-être le ressasser 10 minutes par jour pendant 1 semaine. C'est un jeu mental, ça. Ça se passe que dans notre tête. L'événement lui-même, il a duré 1 seconde et demie. Mais nous, on va le raviver pendant très longtemps. Donc c'est une construction mentale d'abord et avant tout. Après, la réalité intrinsèque ou la réalité absolue de la chose, ça on ne sait pas. Et en fait, c'est même plus une préoccupation en fait. Donc du coup, on ne prend plus les faits
Enfin, on prend les faits pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'on pense qu'ils pourraient être. Ce qui est. Fin de l'histoire. Critère numéro 3, on ne ressent plus d'émotions fortes en pensant à cette personne. C'est-à-dire que l'attachement émotionnel il a disparu. Donc qu'on entende son prénom ou qu'on lise son prénom quelque part, bah, on lit un prénom qu'on pourrait en lire un autre. Si on regarde sa photo, il n'y a plus rien qui se passe. On reconnaît bien que c'est la personne en question, que voilà, avec cette personne-là, bah, j'ai vécu telle ou telle chose à l'époque. C'est un souvenir en fait comme un autre, hein, comme n'importe quelle personne. Du coup, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de nostalgie, il n'y a plus non plus de frustration face à ce qui pourrait être un souvenir. Donc en fait, c'est vraiment la neutralité en fait. Ça montre qu'on a dépassé la chose, parce qu'encore une fois, c'est parce qu'il y a la tristesse, de la nostalgie, de la frustration et tout, que ça rend la chose plus réelle. C'est juste une réactivation d'un DVD du passé. Critère numéro 4, on ne cherche plus à comprendre pourquoi. Plus besoin d'essayer de décrypter le comportement de l'autre, on ne cherche plus de réponse profonde à cette histoire, ou d'essayer d'interpréter les intentions de la source, des gens, etc. En fait, c'est juste une acceptation pleine de la relation s'est passé ça a donné ça, et c'est comme ça en fait. 5e critère, on n'essaye plus de travailler sur soi pour la réunion. Ça, c'est aussi un point hyper important parce que l'idée sous-jacente de ça, c'est je vais faire X, Y pour avoir ce que je veux. C'est encore une autre carte que le chaser va jouer donc dans son jeu de cartes qui lui permettrait a priori d'avoir la réunion. Mais à un moment donné, ça va vraiment tourner en je fais le travail que j'ai à faire sur moi, mais pour me sentir bien en fait. Et ce point de bascule, il est hyper important parce que au final, qu'on veuille la réunion FJ ou qu'on travaille sur soi pour se sentir bien, à la fin de la fin, on fait tout ce qu'on fait pour se sentir bien. Sauf qu'il va y avoir un point de bascule où à un moment donné, plus on fait son travail sur soi, plus on va se rendre compte qu'on arrive à être bien par soi-même et on bascule dans en fait, je peux être bien par moi-même tout seul. Donc du coup, on lâche l'idée, on perd l'idée de vouloir travailler sur soi pour récupérer l'autre, parce qu'à un moment donné, quand on est à ce point de bascule, on se rend compte qu'on se sent tellement bien seul que du coup, l'autre, finalement, ou l'idée de la réunion, c'était un moyen, en fait, pour se sentir bien. Mais là, on se sent déjà vraiment mieux par soi-même. Donc, on sait qu'on peut aller encore plus loin. Donc, du coup, on arrive aussi à un stade où on comprend que l'amour, ça ne fonctionne pas comme un système de mérite, en fait. C'est pas « je dois travailler pour obtenir ça », parce que c'est encore une version spirituel quand on dit oui, si tu travailles sur toi, le runner reviendra et il faut que tu guérisses tes blessures et tout. Ça fait partie du plan divin et donc du coup, quand tu atteins un certain stade, alors tu pourras mériter le Saint Graal. Ça, c'est encore la projection d'un système de croyance du chaser version spirituelle. En fait, à un moment donné, c'est juste que le bien-être psycho-émotionnel et corporel devient ta priorité, mais pour toi en fait. Et ça, c'est super clé parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on a bien attaqué le tel que je suis pas assez. Donc, pour être assez, il faut que j'ai l'autre personne. Et donc, pour avoir l'autre personne, il faut quand même bien galérer en amont. 6e critère, on se rend compte que c'était pas de l'amour, mais de la dépendance. Alors, celle-là, c'est un poids lourd. Parce que le plus gros déclic, c'est de comprendre que ce qu'on ressentait, c'était pas de l'amour, en fait. Certes, on ressent des choses très, très fortes, positives, mais aussi négatives. Mais en fait, la relation, elle est basée sur l'attente et la souffrance, finalement. Parce que quand on regarde, on va dire, un parcours FJ de 12 mois, imaginons que la lune de miel, elle ait duré un mois de paradise, mais 11 mois d'attente, de souffrance, de confusion, d'ambiguïté, etc. Donc en fait, on réalise que ce qu'on voulait surtout, c'était valider son importance au travers de cette personne. En fait, c'est ce que je dis tout le temps, je dis le runner se nourrit du regard des autres, mais le chaser, il se nourrit du regard de l'autre. Un qui est polygame et un qui est monogame. Et donc, on va se rendre compte aussi que le manque et l'obsession, en fait, ça n'a rien à voir avec de l'amour, en fait. Et ça, c'est un gros pan du château qui va tomber, parce que dans le parcours familial, on aime bien parler d'amour inconditionnel, mais en fait, c'est plutôt de la dépendance inconditionnelle. C'est quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, pendant un certain temps, le chaser est convaincu d'avoir raison, même quand il a tort. Et ça va être un gros shift, en fait, d'en arriver là, parce que, en fait, quand on en arrive là, on comprend que la manière de voir, donc la vision qu'on a de l'amour, était complètement faussée. Et du coup, ça veut dire que quand on en arrive là, c'est-à-dire qu'on est sorti du parcours flamme jumelle, parce que critère numéro 6,
ce qu'on va chercher derrière comme type de relation n'est plus du tout la même chose. Et ça, on le voit, mais c'est 100% du temps avec tous les chasers avec qui on fait ce travail-là. C'est-à-dire que quand on va redéfinir ce que j'appelle le partenaire idéal ou l'armature ou l'archétype du partenaire idéal, on se rend compte que c'est complètement l'opposé d'un profil runner. Mais complètement l'opposé. Même s'il peut y avoir effectivement quelques petits points en commun, etc. Parce que dans la ligne 2000, il s'est passé des trucs sympas, mais 95% du profil runner, ça ne nous intéresse pas. Mais ce travail-là, on ne peut pas le faire au départ, parce qu'au départ, on est convaincu que c'est la bonne personne. Donc on ne va pas aller chercher un autre archétype ou fouiner dans d'autres zones de la maison nos clés qu'on est persuadé qui sont dans le jardin quand en fait elles sont dans la salle de bain. Et donc forcément, ça nous amène au fait d'être prêt à vivre une vraie relation saine. Donc on pourrait dire le signe ultime du fait qu'on sait qu'on est réellement sorti du parcours flamme jumelle, c'est qu'on devient intérieurement disponible émotionnellement pour une relation équilibrée et donc réciproque. Donc sur le savoir-être, le savoir-vivre, le respect et ainsi de suite, tout un tas de critères. Pourquoi ? Parce que j'insiste sur le mot réciproque, parce que le chaser dans le parcours FJ, c'est un donneur. Donner, il sait faire. Recevoir est moins compétent déjà là-dessus. Et ça tombe bien parce que du coup, le runner, il reçoit beaucoup, mais lui, il ne sait pas trop donner. En tout cas, avec le chaser, il ne sait pas trop donner. Donc du coup, le chaser est toujours en mode moi, je voudrais recevoir plus, mais je ne reçois pas plus. Mais en même temps, le chaser a un problème dans le recevoir. Du coup, ce qui veut dire que s'il arrive à l'étape 7 et qu'il est prêt à vivre une relation donc saine, en étant disponible émotionnellement, que la relation soit équilibrée et donc réciproque, c'est qu'il a aussi travaillé son problème de recevoir. Mais ce qui veut dire qu'il a complètement shifté le chaser à ce moment-là. Donc du coup, à ce moment-là, le chaser, il recherche quelqu'un qui est réellement présent et investi. Et le chaser, à ce moment-là, il sait que l'amour, c'est pas censé être une lutte ou une quête spirituelle. Ça, c'est hyper important. Et ça veut dire aussi qu'à l'étape 7, le chaser, il a aussi abandonné l'idée que ouais, mais bon, si je trouve une personne bien, tout ça, bon, ouais, on va s'éclater pendant 6 mois, 1 an, mais après, on va se faire chier, quoi. Puis de toute façon, ça sera jamais aussi intense qu'avec la flamme jumelle. Et en fait, on pourrait dire que le 8e critère, c'est que le chaser va laisser tomber son envie, son besoin de rencontrer une personne avec qui il y a de l'intensité hors norme pour vivre quelque chose. Parce qu'en fait, vouloir rencontrer une personne avec qui il va se passer un truc hors norme, c'est le système de compensation de vide intérieur. Mais comme c'est vide, on commence à se remplir petit à petit. On va dire quand le verre est complètement vide, on cherche l'intensité de fou, mais quand son verre est rempli à 90%, 95% par son travail sur soi, on apprécie ce qui est cool, ce qui est fluide, ce qui est naturel en fait. Et on prend plaisir à tout un tas de petites choses, pour dire du quotidien, relationnel, mais qu'avant, qui grosso modo était... ça n'avait pas vraiment d'intérêt parce que c'était pas dans notre radar en fait. Et oui, parce que ce qui est dans notre radar au départ, c'est l'intensité émotionnelle, c'est la connexion, le ressenti de complicité, de fusion, etc. Mais qui malheureusement, dans ce genre de relation, amène à une impasse. Du coup, la véritable libération, c'est pas quand le runner revient et que la formation du couple puisse se faire, c'est quand le chaser réalise qu'il ne veut même plus qu'il revienne. Et c'est ça qui est dur à comprendre pour le chaser pendant une bonne partie du parcours, parce qu'il est tellement persuadé que l'autre est la clé, la solution à son problème, qu'il ne voit pas forcément quel est son problème. Et ça va demander une introspection, c'est-à-dire un travail de shadow work, travail de l'ombre, c'est-à-dire d'aller regarder à la fois ce qu'on dit vouloir, mais qu'est-ce que l'inconscient il veut, quel est le contenu du disque dur, et dans quelle direction lui il pousse. Et en fait, plus on fait ce travail-là, plus le verre qui était vide va commencer à se remplir petit à petit. Et du coup, plus on remplit notre verre, plus on atteint la complétude, moins on est piloté par l'ego mental, mais moins on a besoin du retour de l'autre personne pour se sentir bien. Et plus on approche de la complétude, plus on se dit ouais, mais j'ai pas envie de revenir dans une dynamique aussi compliquée pour des choses aussi simples comme ça l'était. Ça ne m'intrigue plus, ça ne m'intéresse plus. Du coup, je passe mon tour. Et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on parle très souvent du switch du chaser, alors qu'en fait, le vrai, entre guillemets, switch du chaser, c'est juste un chaser qui dit je passe mon tour, en fait. Ça n'a plus de sens, en fait, de
rester dans ce genre de dynamique ou d'attendre quelque chose de genre de dynamique, puisque ce genre de dynamique ne fonctionne pas. Réparer ma voiture, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est partir en voyage.